Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur de recevoir Antonia Crane ce soir. Antonia Crane en présence de Mikael Demets, qui est donc l'éditeur de Tusitala, et Julia Baumann des éditions 10-18, puisque Consumée vient de sortir en format poche et qui va sûrement ouvrir un nouveau public pour ce livre. Consumée, on va en parler évidemment longuement. Antonia, j'aimerais que vous commenciez peut-être par présenter votre parcours. On connaît les grandes lignes de votre parcours. Vous avez travaillé, vous vous êtes lancé dans le striptease dès les années 90 et vous vous définissez aujourd'hui comme une travailleuse du sexe. Vous êtes activiste. Vous avez également créé un mouvement syndical dont on parlera tout à l'heure. Mais vous êtes également scénariste, vous avez écrit de nombreux articles et donc Consumée, votre premier livre qui a été publié en 2017 aux États-Unis. Et on est ravis de vous recevoir, d'autant plus que nos prénoms respectifs signifient trésor inestimable, et ça, c'est pas rien. Alors j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours et de votre envie aussi d'écrire, de vous lancer en littérature à un moment de votre vie qui n'était peut-être pas forcément le meilleur. On parlera évidemment de votre mère tout à l'heure. Antonia, we know that some things about you, that you are strippers from the 90s, that you are now telling about yourself as a sex worker, that you are an activist, you are a co-founder of a union. You write your first novel in 2017, and first we would like to understand how can you explain us why did you start writing at this moment of your life, which wasn't the best moment of your life, obviously, and why did it bring to you? How the idea of becoming a writer came in your mind? Can you explain this evolution? Sure. Thank you for having me. It's good to see everybody here. I started writing. Can you hear me? Maybe you do all your answer. I'm writing and then I'm translating everything. Okay. Right. So just go slowly. Go. I started writing about my mother's death, and I was supposed to be in a fiction program, but I found that I couldn't focus on anything other than my mother's illness, even though I was supposed to be writing about stories from the 90s and stripping and drag queens and marginalized folks and characters that I had made up. And I just couldn't get rid of the thoughts of my mother's death. And so I started writing nonfiction, which I know you don't really distinguish between fiction and nonfiction. It doesn't really matter, but the stories that were consuming my mind were about my mother's death and survival sex work. And that's why I started writing Spent. I started writing it in a fiction program. But before that, I always wanted to be a writer since I was about 9 years old. And it was always on the list of things that I wanted to do. Thanks. En fait, j'ai commencé vraiment à écrire au moment de la mort de ma mère. J'étais inscrite à un cours de fiction et en fait, je me rendais compte que j'étais pas capable d'écrire sur autre chose que la maladie de ma mère et ensuite la mort de ma mère. C'est quelque chose qui m'occupait l'esprit, qui me consumait l'esprit. Au début, j'étais parti et je voulais écrire des histoires qui se seraient passées dans le monde que j'avais connu dans les années 90, le monde du striptease, avec tous les personnages que j'aurais pu croiser, des drag queens, des strip-teaseuses, etc. Et en fait, je n'arrivais pas à me détacher de l'histoire de la mort de ma mère, donc je ne suis pas allé vers la fiction, j'ai préféré la non-fiction, même si au final, ça a une importance limitée de dire est-ce qu'on écrit de la fiction, de la non-fiction, mais voilà, j'ai pas réussi à me sortir de la mort de ma mère, et en fait, j'ai compris qu'il fallait que j'écrive là-dessus pour pouvoir franchir ce cap. Mais c'est pas pour autant que j'avais eu l'idée d'écrire seulement à ce moment-là. Dès que j'étais petite, dès l'âge de 9 ans, j'ai toujours su que je rêvais d'être écrivaine. Et j'avais une liste de choses que je voulais faire dans ma vie, et écrire un livre était vraiment quelque chose qui est un objectif depuis toute petite.
par rapport à ça, justement, par rapport à cette matière littéraire, par rapport au fait de ne pas avoir écrit justement de la fiction. Le fait d'avoir écrit de l'autofiction, peu importe comment on l'appelle, autofiction, autobiographie, peu importe, mais est-ce que ça a donné du poids, du corps, des émotions plus fortes que si cela avait été romancé? Est-ce que pour elle, c'était une évidence, mais c'était aussi quelque chose de plus palpable, émotionnellement notamment? About the thing about writing non-fiction or autobiographical novel or memoir, whatever we are defining the style that you're writing. What do you say about the emotion? What do you say about the way you deal with emotion when you are writing non-fiction? Do you have the impression that in a way fiction or novel can dissolve or change the emotion? And did you want to write about raw emotion, and so that's also why you choose non-fiction? It's interesting. I think that fiction, making stories up from one's imagination, can also tell really strong, raw emotional truths. And I think we're at a time where wrecking the genre is really important in order to get the oral history and personal, raw emotion onto the page, whatever form that takes. For me, the stories that were the most raw emotion for me were the true stories of my life that had to do with struggling with the loss of my mother and struggling through the sex industry, and really addressing the conditions under which sex workers live, which is a class issue and a race issue and a raw emotion issue all combined. And I felt like I just needed to chronicle what was happening in my life. And I do think that the raw emotion is the place to begin any story. And it's where to sink into any story while telling it, because that is what I think connects humans and builds empathy, is when you know somebody's real, raw heart story. And that's the story to tell. And whether it's in fiction or nonfiction or journalism, that's the story that is going to connect to people. And so that's why I started writing nonfiction, is that's how I could get it on the page. Yes. So when I'm writing, I feel like if I'm not almost ready to cry, then it's probably not a great story, but that's just me. That's how I work. Oui, c'est une question intéressante. Je pense que la fiction et les histoires qui sortent de l'imagination de quelqu'un peuvent être capables, évidemment, de toucher une vérité, de toucher à des émotions. Mais elle, c'est vrai qu'elle avait besoin de mettre quelque chose de vraiment personnel sur la page. Elle avait des histoires vraies qu'elle avait vécues et qui lui semblaient vraiment être ce qu'elle avait envie de raconter. Elle avait beaucoup dû batailler avec la maladie et la mort de sa mère, beaucoup bataillé sur tout ce qui était l'industrie du sexe, sur les conditions de vie des travailleurs du sexe et des travailleuses du sexe. Elle trouvait qu'il y avait à ce moment-là, et à cet endroit-là, pardon, un endroit où les questions de genre, les questions de race, les questions de classe et ces questions personnelles à elle se rejoignaient toutes, et que ça faisait un nœud comme ça qui était, à son avis, très intéressant et qui lui permettait de faire partir ces histoires de là. Et c'est vrai que d'essayer à ses yeux, les émotions les plus pures, c'est là qu'elle trouve ses idées d'histoire. C'est là qu'on voit l'humanité des personnages. C'est là qu'on va essayer de créer de l'empathie chez le lecteur. C'est vraiment d'écrire à cœur ouvert. Et finalement, qu'on écrive dans la fiction ou la non-fiction, qu'on écrive du journalisme, l'essentiel, c'est de trouver des histoires qui arrivent comme ça à toucher les gens et à raconter les gens. Et elle disait en rigolant qu'elle, quand elle a une histoire, si elle n'est pas prête à pleurer quand elle est sur le point de l'écrire, elle considère que c'est pas une histoire assez bonne pour l'écrire.
Alors, ce récit, peu importe le terme, puisque je sais qu'en France, on est assez attaché au genre, et c'est bien dommage, mais dans ce récit, tout est vrai, parfois modifié pour protéger les protagonistes. Et vous écrivez, Antonia, la mémoire est un territoire étrange dont la justesse est parfois brouillée par le temps et les blessures. Comment, en tant qu'écrivain, on comble les approximations de cette mémoire qui peut être parfois défaillante? Tu avais dit, pardon, juste brouillé par les blessures et… Par le temps et les blessures. Et le temps, merci. So, yeah, you said, Antonia, that everything is true in Consumée, even if you change little things in the chronology, or you change some characters so to protect them, etc. But you have this sentence, I'm going to translate it from the French, so it's not exactly what you wrote in English, but you say that memory is a strange territory, disturbing by injuries and time. So how do you work as a writer to compensate, to fill the whole of the memories and the difference between what you remember and what was the truth or your truth, etc.? You get me? I do. I was just thinking of what a profound question this is and how much I love French readers, because there's so much thoughtfulness that goes into reading my work. And so it's just such a beautiful feeling to engage with the work in this way. And it's just such a great feeling that I have to feel the feeling first and then answer the question. And so I'm appreciating you and the question. Memory is not a camera. It's not a filming our lives and recording and chronicling per se. But I try to be of service in the truth. And what I mean is try to be of service to the truth that happened. So I'm not trying to trick anybody by saying, oh, this is a made up person. There's no composite, is that the right word? There's no characters that are combined characters. They're all real characters in my life. So there's no made up events or characters at all. They're all true characters. All of the events are true. But to be of service to the truth means I'm telling an emotional truth about what happened. So like, for instance, there's the love story of my mother, and there's also a love story with a woman and a love story with a man. And those, I'm telling an emotional truth of the story, but I'm not revealing who it is. But I could tell you who it is if you wanted to know. I have nothing to hide about who the people are. But it's the emotional truth of how it affected me at the time. And there's layers of our own self-protection and foggy memories. But when writing a story, we're telling an emotional truth and trying to be in service of that truth. So that's what matters to me. Does that make sense? Yep. Because I'm writing everything, so I can barely read myself, but I'm trying. Alors d'abord, elle disait qu'elle réfléchissait à la question parce qu'elle est toujours surprise par les lecteurs et les lectrices françaises de voir comment les gens la lisent sérieusement et comprennent ce qu'elle dit et finalement lui posent des questions qui l'obligent à réfléchir elle-même sur elle-même, alors que voilà, c'est pas juste des questions bateau sur son bouquin. Donc elle dit qu'elle est au service de la vérité, que la mémoire n'est pas un appareil photographique, la mémoire n'est pas une caméra, mais tous ces personnages sont vrais, il n'y a aucun personnage qu'elle a inventé, il n'y a aucun personnage composite qui fusionnerait plusieurs personnages réels. Tous les personnages et toutes les situations sont réelles. Mais quand elle parle de vérité, elle ne parle pas d'une vérité forcément factuelle, mais surtout d'une vérité émotionnelle. C'est un livre qui parle, Consumée, qui parle de son histoire d'amour avec sa mère. C'est un livre qui parle de différentes histoires d'amour qu'elle a eues avec des hommes et des femmes. Et l'essentiel, l'important, c'est pas tant de dire le nom de cette personne, de dire qui elle était, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle émotion elle a ressentie, comment cette émotion et cette rencontre affecte son parcours ensuite, affecte sa vie ensuite, et comment
petit à petit, des couches et d'émotions et de souvenirs font qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, pour elle, c'est cette vérité des sentiments, cette vérité des émotions qui est importante. Très bien. Alors, dès votre plus jeune âge, Antonia, votre mère, on va parler de votre mère, mais longuement, votre mère vous caractérisait de sexy. Elle qui n'aimait pas la sécurité et la quiétude, vous dites. Vous étiez une enfant de MTV, notamment avec Madonna qui était en ligne de mire sur votre parcours. Votre père est parti de la maison familiale. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une sorte de prédestination dans votre parcours de vie ensuite? Est-ce que votre enfance a été capitale dans celle que vous êtes aujourd'hui? Si je traduis en français, ça ne sert pas à grand-chose. Antonia, you told, for example, about your childhood in the book. You told the story of your mother saying that you're sexy. You talk about the influence of MTV and characters like Madonna. You talk about the way that your mother wasn't for safety and routine. And so, how would you say that there is a kind of destination of what you became after as an adult in your childhood? You tell us about your childhood. So how important you think your childhood is about what you're becoming after? I'm sorry. What? Wait, what about my childhood and my mother? Yeah, because you talk a lot about your childhood and different moments of your childhood. And do you think that there is in your childhood moments that are defining you, what you are becoming after as an adult? What would you say about the influence of your childhood for your life after? And what about this importance of your mother and also about MTV culture, Madonna, and all you talk about the childhood you get? I want to answer that, but I think it's a really hard question. Is your question more like, am I a product of like the social environment that my mother? Yeah, maybe. Did you think that your mother, the behavior of your mother, the way she, for example, the day she told you that you were sexy, was it something important for you after? Something you think about it? Something afterward you say, oh, maybe it changed me in a way, and maybe it's one layer after another one, you became an adult because of all these moments. Okay, thank you. Yeah. I don't think my mother deliberately sexualized me. I think that she was going through a divorce and not available to help me discern what was happening in the 80s, and that being raised by MTV and kind of the images of sexuality and anorexia and being a supermodel and beauty and these things that were really coming at us in a way, and kind of that raised me also. I say that I was like raised by television, and I think there's a lot of truth to that. Growing up in the 80s, there was this like attraction to workaholism, and there was a large divorce rate. And I think I was left alone a lot with just the cultural influences of the time. And I think that all of that may have sexualized me or made me think that I had to look a certain way, act a certain way. That was this high femme sexualizing state. And I do think that we are a product of our culture to a certain degree. I definitely have a lot of 80s and 90s references that shaped me. But my mother was also incredibly strong and smart and driven and multi-talented, but she never had the opportunities or get the credit that I felt she deserved in her life. And I always felt that she was sort of harried and exhausted and having to hold up the sky, like women just had to hold up the sky.
They had to bring home the money, do all the shopping, be beautiful. And I felt like she was under a tremendous amount of pressure. And so I think I did internalize a lot of that. And I think that women get no credit and still hold up the sky. So some of that hasn't changed. Some of that is changing somewhat. I'm not sure if I'm answering your question correctly. I would say that if my mother grew up in another time, I think she would have maybe gotten more credit and maybe been bisexual or had other lovers. But I think we are a product of our time in a way, and we can push against boundaries and push against these things that limit us. And we're always looking to the future. But sometimes sometimes I imagine my mother, not as a mother, as an artist and as a professional woman. What if she didn't have to do everything herself? And these moments of liberation are really fun to write about now in my program, like writing characters and about women who challenge everything that they challenge the environment that they are living in. And I think it's important to do that with our characters as we write them. I hope I answered your question correctly, Mikael. It's like your questions are so deep and multi-layered that it's hard for me to figure out how I would like to answer them, but you're perfect. Je dirais pas que c'est une question difficile à répondre. Cette phrase ne veut rien dire, une question difficile à répondre, mais vous avez compris. Je dirais pas que j'ai été délibérément sexualisée. Je dirais que à l'époque de mon enfance, notamment, ma mère était en plein divorce, n'allait pas très bien, et du coup, elle n'était pas forcément disponible pour m'aider à comprendre déjà ce qui était en train de se passer avec mon adolescence, et aussi à gérer, en effet, cette influence des années 80. Je dis parfois que j'ai été élevé par la télé en partie, et c'est vrai, j'ai été très influencé par MTV, que j'ai beaucoup regardé, par toute cette sexualisation des femmes, cet éloge de l'anorexie, d'être la plus belle, de la beauté. Et j'ai été attiré par ça. Donc, il y a eu une influence culturelle. Forcément, ça m'a montré une image, une image de femme à laquelle j'ai voulu ressembler au moins à une époque. Et je pense qu'on est tous les produits de notre culture. Et moi, je suis très marqué par les années 80-90 dans lesquelles j'ai vécu. Mais d'un autre côté, ma mère était aussi quelqu'un de très fort, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très compétente sur beaucoup de tâches et de travail différents, de travaux différents. Mais et en fait, elle n'en a pas eu l'opportunité de s'exprimer comme beaucoup de femmes de cette époque-là. Elle n'a pas pu avoir le moyen de se libérer et elle a dû s'occuper de tout. Les femmes doivent s'occuper de tout. Donc, ma mère devait s'occuper de son salaire, de trouver de l'argent. Elle devait s'occuper des courses, elle devait s'occuper des enfants. Elle devait être une femme. Voilà. Et donc, en fait, c'est de manière un peu plus générale, cette leçon aussi que j'ai prise de ma mère, c'est que c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Les mentalités ont évolué, certaines choses ont changé, mais il y a encore beaucoup de femmes qui doivent se charger de tout et qui, du coup, ne peuvent pas exprimer vraiment ce qu'elles auraient à exprimer. Et j'imagine souvent ce qu'aurait pu devenir ma mère si elle avait été une artiste ou si elle avait fait le métier qu'elle aurait voulu faire et que si elle avait pu s'exprimer, elle aurait sans doute été différente. Et c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup dans les personnages que je crée. C'est aussi cette manière de repousser les frontières, de se libérer du carcan qu'on nous a imposé et de sortir comme ça pour réussir à exprimer ce qu'on est vraiment, à s'imposer vraiment. Voilà. Votre relation, Antonia, et votre mère, elle est assez incroyable à lire et j'imagine à écrire. C'est une formidable déclaration d'amour que vous lui faites et vous lui dédicacez le livre. Cette mère qui est donc atteinte d'un cancer extrêmement rare, qui combat cette maladie à de nombreuses reprises via les rémissions. J'aimerais que vous nous parliez d'elle, de votre relation à votre mère, parce que on vous aime, on aime lire cette relation que vous avez avec elle, sans jamais être larmoyante, sans jamais être manichéenne. C'est fait avec humilité et fait avec douceur. Et je trouve que c'est rare d'avoir une relation aussi peut-être difficile parce que, on en parlera juste après, mais votre mère ne vous juge jamais.
Et ça, c'est plutôt rare, notamment lorsqu'on est travailleur du sexe. Donc voilà, j'aimerais que vous nous parliez de cette relation-là et ensuite on parlera peut-être aussi du versant, c'est-à-dire de l'amour qu'a votre mère pour vous. As you said, the book is about the relationship between you and your mother. And Anthony said that he was really amazed by the love story between you and your mother. And it's something that's really impressive to read, that we can really feel the love between you two and feel the deep relationship between you two. So he would like you to talk about the relationship with your mother, and how do you deal to find a good balance to tell this story without being too dramatic, but always staying really humble, but without being too cold. So there is a balance here that was really difficult, and that really works in the book. So he wants to know about that. And after that, he also wants, maybe the next question, something about the love of your mother for you and the way that she never judged you as a sex worker. But we can first speak about your love story with your mother and the way you wrote about it. Get me? I had a great translator. That's how it comes across. I think my mother is really easy for me to write about because she's wonderful. Like, she is not perfect by any means, but I think when someone we love becomes ill, it's kind of easy to like turn them into these angelic characters. But my mother was a very real person with flaws and imperfections and resentments, just like any other person. So, but the love that she had for me was really very evident and obvious and easy. It's easy to write about my mother. So writing about loss is another thing entirely. Writing about losing someone we love feels impossible and kind of unbearable. But I think it's important to write about it because we're not trained to learn how to grieve losses. And there's been so much loss in our lives and we don't know how to communicate it. And so for me, it was easy to write about my mother as a character because I knew her, and as a person, she was really great. If she wasn't my mother, I would have still loved her and liked her. And I think that is important. That's important. She taught me how to love other women and really love and appreciate my female friends and depend on the women in my life. And I think that's a really important story. It's not something you really read enough about or see enough movies about. There's like so much hostility that's shared in the media between women. And so I think that as a writer, I'm excited to keep writing about real friendships, real boundary crossing loves between women and femmes. And that excites me. In terms of her kind of dealing with me being a sex worker, that's never been an easy topic, actually, between my mother and I. So I don't want to romanticize that too much. She didn't fully understand me being a sex worker, but she didn't hold it against me or judge me. And I think it's really important to note that difference. Like, she didn't have to understand necessarily what I was doing as a sex worker. And she didn't totally. Sometimes she would say, like, she told me, never do anything you don't want to do for work. But that's what work is. Work is doing what we don't want to do. That is work. And so we would have these really dynamic discussions about it. And I could talk to my mother about it. Now, did I share every detail with her? No.
but she did come into the Lusty Lady Peep Show with me. And she looked with me, and I was like, this is the Peep Show. This is the Lusty Lady. And I brought her into the Lusty Lady Peep Show. And she was like, this is silly. And this is funny and kind of silly. And so I wanted her to see part of the work and share that with her so that she had some kind of an idea of what it was. So I think that's important, that kind of like real honesty, because when we live in our secrets, we don't get to be close with people. Sorry, Mikael, I know that was a long answer. Yeah, shut up. Ok. C'était très facile d'écrire sur ma mère, dans le sens où je trouvais vraiment que c'était une personne merveilleuse. Ce n'était pas une personne parfaite, évidemment, mais c'est une personne sur laquelle c'était facile d'écrire, parce que pour moi, c'était évident. La difficulté, finalement, c'était d'écrire sur quelqu'un qu'on aime qui devient malade. Parce que... mais là, j'ai réussi, pardon, je ne retrouvais plus mon fil. Mais en fait, ce qui m'a aidé, c'est que ce n'était pas un personnage de roman, ma mère, c'était une personne réelle. Donc, même malade, elle restait une personne comme les autres, avec ses défauts, ses sautes d'humeur, etc. Donc, ça m'a aidé à y repenser, à garder la distance pour réussir à écrire sur cette maladie, sur son agonie. Mais évidemment, écrire sur la perte ou sur le deuil, c'est quelque chose qui, au premier abord, paraît impossible, paraît même insupportable. Mais c'est finalement ça qui est important. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on n'est pas entraîné à faire. C'est quelque chose à faire, je veux dire, à parler de la perte ou de la mort de gens qu'on aime. C'est quelque chose qui nous arrive tous et pourtant, c'est quelque chose qui est toujours très difficile. Et je me disais justement qu'il fallait réussir à en parler, réussir à communiquer autour de ça pour transmettre aussi ce sentiment-là. Ma mère était une personne que j'aimais beaucoup et que j'aurais même beaucoup aimé en tant que personne, même si ce n'était pas ma mère. Elle m'a notamment appris à aimer les femmes, et c'est quelque chose dont on parle peu, aimer les femmes, autant en ayant des amies femmes, etc. Et c'est quelque chose dont on parle peu. Il y a peu de films ou peu de romans qui prennent le temps de raconter ce que peut être l'amitié entre les femmes. Et moi, j'avais aussi envie d'écrire sur cette amitié-là qui transcende des relations qui peuvent être des relations mère-fille, des relations d'amantes, des relations sexuelles, mais vraiment cette sororité entre les femmes. Et c'est aussi pour ça que je tenais à ce personnage de la mère. Concernant la deuxième partie de ta question, Anthony, sur le travail du sexe, c'était pas un sujet facile entre nous. Donc, j'idéalise pas la manière dont elle a réagi quand elle a appris que j'étais travailleuse du sexe. Clairement, elle ne comprenait pas. C'est quelque chose qu'elle ne comprenait pas vraiment, mais elle ne m'a jamais jugé pour ça. Elle m'en a jamais voulu. Et en fait, elle a réussi à accepter de ne pas me comprendre, mais de m'aimer quand même. Elle disait toujours, par exemple, qu'il ne faut jamais faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire dans le travail. Et moi, je lui répondais, mais c'est justement ça le travail. Le travail, la définition, c'est de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc, c'est le genre de sujet sur lequel on pouvait débattre, par exemple. Après, évidemment, je ne lui racontais pas tous les détails de ce que pouvait être ma vie de travailleuse du sexe. Mais pour vous donner une idée, je le raconte dans le livre, elle est venue me rendre visite quand je travaillais au Peep Show Lusty Lady. Elle est venue voir les filles, elle a rencontré mes collègues, elle a vu une partie de mon travail. Donc, j'avais trouvé ça vraiment à la fois dingue et à la fois assez drôle. Et je pense que c'est à ça que tient aussi la relation que j'avais avec elle et l'idéal d'une relation avec quelqu'un d'autre, une amie, une amante, etc. Ça tient à cette honnêteté. On passe notre temps à se simuler des choses, à ne pas se dire des choses, à ne pas être franc. Et en fait, ce qui était bien avec ma mère, c'est qu'on se disait tout, qu'elle est venue me voir travailler et que, voilà, même si elle n'était pas d'accord, même si elle ne comprenait pas, au moins on était honnêtes l'un envers l'autre et ça créait cette amitié et cette relation extraordinaire. Conditionné par mes activités ou mes hobbies. C'est quelque chose d'assez surprenant peut-être en France de voir cette tolérance-là. Et ça, je trouve que c'est extrêmement, vraiment bien écrit et bien raconté dans ce que fait Antonia. J'aimerais qu'elle nous parle de cela, de cette tolérance. Est-ce que pour elle, c'était quelque chose de rassurant qui ne l'encourageait pas, certes, mais qui au moins, en tout cas, il y avait une caution maternelle qui même si en effet sa mère ne la comprenait pas, mais au moins la caution était là sur ses hobbies et sur sa pratique et sur son travail, puisque le travail est un instrument de torture, comme sa racine latine le dit.
et on parlera des grèves juste après. Mais j'aimerais qu'elle nous parle de cette tolérance-là, cette tolérance maternelle. Yes, we really have, you have this sentence at what moment of the book that you say that your mother's love for you didn't depend of your job or your hobbies or what you are doing. And he speaks about, Anthony was talking about the tolerance of your mother. And he says that was something that's really well written and well defined in your book, that how your mother, even if she didn't understand really sex work, that she were aware to accept it. And he wants to know what this tolerance of your mother brings to you. Like, it was something reassuring, that knowing that your mother was there, and even if she didn't understand or support you for being a sex worker, that she will always be aware of that and be here for you? Let's see. I think that the love and acceptance that I got from my mother regarding sex work is something that should be normalized. I think when we know a person and trust that the person is living their lives and surviving the best way that they can, there shouldn't be a question of morally judging what they need to do to survive. And I think that my mother could be very judgmental about other things, or just she had strong opinions about things, but I think she held a reservation of not judging me as her daughter. And I think that that is pretty normal. I think that it should be normal and not the exception. I feel like that's a big issue with sex work in general, and the stigma that sex workers suffer, and why people feel like they have to live a secret life and not tell their loved ones who they really are. And I think it causes a lot of loneliness and despair when we feel that we have to live in our secrets. So I think my mother was exceptionally open and loving, but I think that it should be normalized more. And I think that the more we work on our societal stigma and work on the way that we otherize people, and by otherize I mean marginalize or push aside and judge other people, I think it creates a real despairing separation. And so that relationship with my mother, I think, fed me and helps me become an activist and help me continue to fight for marginalized folks, specifically sex workers, in a very loving and non-judgmental way of really trying to understand the circumstances under which people live and loving them before, during, and after whatever they're doing. En fait, oui, elle a vraiment été un gros soutien. Je pense que quand on connaît bien une personne et quand on lui fait confiance, il faut accepter que l'autre, pour survivre, fait parfois comme il peut, et qu'il ne faut pas juger la manière dont l'autre survit. Et ma mère était capable d'avoir des opinions tranchées sur certains sujets, était capable d'avoir même des préjugés des fois, mais elle n'en avait jamais contre sa fille. Et je trouve que malheureusement, ça paraît exceptionnel, mais ça devrait être la norme, parce que c'est vraiment une question importante et un problème important, notamment dans le monde des travailleuses et travailleurs du sexe, parce que c'est souvent des gens qui ont une vie secrète ou en partie secrète, parce qu'ils ne peuvent pas dire ou parce qu'ils n'osent pas dire à leurs proches, à leur famille, ce qu'ils font vraiment. Et ces situations mènent à la solitude et au désespoir. Désespoir de ne pas pouvoir partager avec quelqu'un, de se sentir rejeté ou de ne pas oser dire ce qu'on fait vraiment. Et c'est vrai que l'ouverture et l'amour de ma mère, moi, m'a vraiment soutenu. Et je pense qu'il faudrait vraiment travailler dans nos sociétés à moins juger, à moins critiquer, parce que c'est comme ça qu'on crée la marginalisation et le désespoir. Et je parle notamment, particulièrement dans le monde des travailleuses et des travailleurs du sexe.
Et c'est vrai que l'amour et le soutien de ma mère, moi, m'a nourri et m'a d'autant nourri que c'est aussi pour ça que je suis devenu activiste. C'est aussi pour aider les gens qui en avaient besoin, pour défendre ces travailleurs et travailleuses du sexe, pour les écouter, pour essayer de comprendre comment ces gens-là étaient arrivés là, pour faire preuve d'empathie envers eux et connaître les circonstances de leur vie. Donc finalement, c'est aussi indirectement grâce à sa mère qu'elle est arrivée à prendre en main d'autres personnes qu'elle. Merci Anthony. Bonsoir à tous. Bonsoir Antonia. Et bonsoir Richard aussi. J'ai vu que Richard était présent. J'avais deux remarques et une question. J'avais lu le livre effectivement à sa sortie et que j'avais particulièrement apprécié. Ma première remarque, et je crois qu'on est dedans depuis le début, c'est que c'est vraiment un livre d'amour. Alors, ça ne semble pas forcément évident, mais c'est vrai que l'amour sourd vraiment dans ce livre du début jusqu'à la fin. L'amour de sa mère, on en a parlé beaucoup, mais l'amour de ses sœurs, et c'est le mot qu'elle emploie, elle l'a employé tout à l'heure, travailleuse du sexe, et vraiment, je trouve que c'est un sentiment qui grandit au fur et à mesure du livre et qu'on ne voyait pas forcément au début. La deuxième remarque, c'est vraiment lui dire bravo d'avoir évité le piège du livre trash, ce qui lui permet vraiment de passer tous ses messages. Alors, elle nomme les choses, elle dit les choses, et il y a un certain nombre, effectivement, de situations où elle décrit parfaitement, mais elle ne tombe pas dans la facilité, justement, qu'aurait pu être un peu voyeuriste dans ce genre de livre qu'on lit très souvent, et c'est ça qui permet justement de faire passer ces messages. Et puis la question finalement, et je rebondis un peu sur ce qu'Anthony disait tout à l'heure, c'était quand il parlait un peu de la manière dont elle avait été conditionnée, entre guillemets, ou la façon dont sa famille ou son enfance avait conditionné sa vie. Moi, j'ai trouvé que ce qui ressortait, donc quelle est la part un peu entre ce qu'elle a subi et ce qui l'a fait avancer, que ce soit effectivement son père, que ce soit sa mère, que ce soit Chris, que ce soit toutes ces choses-là. Et puis, le fait qu'on a vraiment le sentiment qu'à chaque fois, qu'à chaque situation, c'est elle qui décide, c'est elle qui maîtrise, c'est elle qui guide les choses, quoi qu'il arrive, et qu'elle a toujours gardé le pouvoir sur sa vie. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Excusez-moi, je suis un peu long pour la traduction, mais bon courage. Yeah, Jean-Marc was saying two things about the books and one question. The two things he was talking about was it was a book about love, which wasn't obvious at the first sight, but it's obviously a book about love for your mother, love for your sisters, sex workers. And there is this feeling of love that's growing up and up all along the book. And he also congratulates you to avoid the trash novel, like you'd never try to, you talk about a lot of things like raw things or sexual things, and you describe it, but we feel that it's never to shock the reader. It's always with a purpose, and it's just a way to make us discover this world. So he congratulates you to do that, and not to, because he read a lot of books that were just provocative and shocking about this kind of subject, like sex work. And finally, his question was that he has this impression that in every situation that you try to keep the control of your life, and it seems to be the kind of mantra of the book. Like in every situation as an adult, like you try to be the one who decide what you're going to do with your life, and you try not to be, you know, how can I say that? You can not be just on the flow of your life, but to keep the control of your life. Would you say that, Antonia? I would say that having like self-reflection and agency in my life is incredibly important, and also not leaving behind sex workers in my journey, bringing everybody along for the journey and bringing it into my activism, and trying to continue to see and uplift other sex workers and strippers
has been a huge part of writing about my life. So it's not just my own self-definition and agency, but also being a part of the history of sex worker activism and just telling my very true personal story to add to the atmosphere and tapestry, whatever, of all sex workers' stories that need to be told. So I feel like I am among one worker among workers and like one writer among writers, just telling a very deeply personal story about love, sex work, and activism. And I can't wait to write more stories and also read the stories of other sex workers. And thank you for the compliment and thank you for hosting this. It's been incredible. I think French writers really understand the context and history and emotional truth that I'm conveying with my work. Oui, c'est quelque chose qui est très important dans sa vie, comme ça, de toujours vouloir garder le contrôle, et elle l'élargirait, elle pense que c'est quelque chose qu'elle essaye de toujours transmettre aussi et qu'elle voit chez les autres travailleurs et travailleuses du sexe. C'est pas juste un livre sur elle, son livre, c'est aussi en tant qu'une histoire d'une travailleuse du sexe parmi d'autres. Elle raconte son histoire, qui est son histoire personnelle évidemment, mais le propos est aussi de rappeler qu'elle n'est qu'une parmi d'autres, que sa voix n'est qu'une parmi d'autres voix, et elle a hâte d'écrire d'autres histoires pour raconter aussi d'autres histoires, des histoires d'autres personnes et pas que la sienne, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour elle, et qu'elle se voit aussi du coup comme une sorte de, voilà, son histoire est un petit peu, elle est aussi porte-parole de travailleurs du sexe, mais son histoire est aussi un exemple d'une vie parmi d'autres. Et encore une fois, elle est toujours très contente de voir comment les lecteurs français comprennent le contexte et ce qu'il y a derrière un texte quand on l'écrit, et ne s'arrête pas juste à l'histoire, et elle vous remercie pour le compliment. On va faire une petite photo de groupe avant de passer à la suite et avant que Antonia nous lise un premier extrait et que Mikael nous lise la traduction en français pour que vous sentiez aussi la langue, le rythme également. Voilà, oui, tout le monde est déjà prêt, c'est bon. Voilà, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. We're gonna read, Antonia. Oh, you want me to read? Yeah, we start with the chapter 27. Yeah. On fait un extrait, Anthony, ou tu veux qu'on fasse les deux à la suite? Okay. On en fait un pour l'instant et on Except now and the other one after, d'accord? Ok? Oh là, je me pose. Let's go, Antonia, you can read in English. Okay. Dancers always quit. Sorry, let me just start over. Dancers always want to quit, but we never do. We're ghosts, dragging our chains from club to club. We appear in the window of your cab when you're on the way to a power lunch. You think you recognize the angle of our jaw. We come and go, but we never disappear for good. We dye our hair, get weaves, gain weight, lose it, get breast implants, butt implants, colored contact lenses, and track marks. We get laugh lines and stretch marks and eye lifts and hide it all with makeup and glitter. Then we change our name from Candy to Taylor and move to another club across town. The important thing is to remain in perpetual motion, even if it means a constant red rash on my butt from high friction lap dances. There were 100 reasons to retire my Lucite heels. There's no glory in stripping at 40, and I was getting very close. Maybe I thought I could avoid razor burn and whiplash and make more money if I just saw 1 or 2 clients privately. But I also thought about the adage of alcoholics, how they never should have taken that first drink. I was asked to do a mobile draw for the HIV clinic, which meant I had to drive to a porn producer's set deep in the valley on a street called Zelza.
The Nova chugged and clicked along until I found the address. I rang the doorbell and was greeted by a guy in pajamas and a white t-shirt. He was in his 50s. "She's in there." He pointed to a room where a girl named Bunny sat on a stool, memorizing her lines, naked to her shoes. She looked lazily toxic as she drooped beneath a pink cowboy hat and looked me in the eye while I drew her blood. I brought her most recent test so she'd be covered for the day's shoot. "How many copies do you want?" Her Gucci suede boots, purple boots, reminded me of my old life, the dark circles under my eyes, from seeing too many 4 a.m.s, the fine lines around my lips, the calluses on my heels, corns on the balls of my feet, the lower back pain, the neck ache, the frantic white highs, and the sad, dull crashes. You want me to keep going? You can stop there, no? I'll stop there. Donc, en français, c'est au chapitre 27 que ça se situe, ce passage. Moi, je ne vais pas lire aussi bien. Les danseurs claironnent toujours qu'elles veulent arrêter, mais nous ne le faisons jamais. Nous sommes des fantômes qui traînent leur chaîne de club en club. Nous apparaissons à la vitre de votre taxi quand vous vous rendez à un déjeuner d'affaires, et la courbe de notre mâchoire vous rappelle quelque chose. Nous allons et venons sans jamais disparaître pour de bon. Nous nous teignons les cheveux, nous changeons de coupe, nous prenons du poids, nous en perdons. Nous nous faisons poser des implants mammaires, des implants fessiers, des lentilles de contact colorées, et notre corps accuse le coup. Apparaissent des rides, des vergetures. Alors nous enchaînons les liftings et dissimulons le tout sous des couches de maquillage et de paillettes. Nous changeons de nom, passons de Candy à Taylor, et nous nous installons dans un énième club de l'autre côté de la ville. Le plus important était de rester en mouvement perpétuel, même si ça signifiait avoir constamment des rougeurs sur le cul à force de frottement lors des lap dance. J'avais des centaines de raisons de ranger ma paire de talons transparents. Le striptease n'a rien de glorieux à 40 ans et je m'en rapprochais dangereusement. Je me disais qu'éventuellement, je pourrais éviter la brûlure de l'épilation et les courbatures et me faire encore plus d'argent en me comptant d'un ou deux clients en privé. Mais l'adage des alcooliques m'est revenu à l'esprit, ne jamais boire le premier verre. À la clinique, on m'avait demandé d'aller faire un test VIH sur un lieu de tournage. Parenthèse, oui, parce qu'à ce moment-là, elle est infirmière et elle fait des tests VIH aux acteurs porno et aux travailleuses du sexe et travailleurs du sexe. J'ai donc roulé jusqu'au plateau d'un producteur de porno au fond de la vallée, dans une rue du nom de Zelza. La Nova a toussé jusqu'à ce que je trouve la bonne adresse. À la porte, j'ai été accueilli par un type en pantalon de pyjama et t-shirt blanc, la cinquantaine. Il a désigné une chambre, elle est là-dedans. Une certaine Bunny était assise sur un tabouret, occupée à apprendre ses répliques avec pour seul vêtement une paire de bottes. Affaissée sous son chapeau de cow-boy rose, elle avait l'air dans les vapes, mais m'a regardé dans les yeux quand je lui ai prélevé son sang. J'avais apporté le test le plus récent pour qu'elle soit tranquille toute la journée de tournage. Combien de certificats il te faut? Ces bottes Gucci violettes en daim me rappelaient ma vie d'avant. Les cernes sous les yeux à force d'atteindre trop souvent les 4 heures du matin, les ridules au coin des lèvres, les callosités sur les talons, les corps sur la plante des pieds, le mal de dos, les courbatures à la nuque, la frénésie des montées et la tristesse terne des descentes. « Hey, ça te dirait de venir faire un boulot pour moi vendredi ?» a-t-elle proposé. « C'est pour un couple, ça paye hyper bien. » Merci à tous les deux et ça permet de citer le traducteur Mikael Demets. Sandra, c'est à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Antonia. Vous avez, depuis le début de la rencontre, vous avez loué 2 fois, je crois par 2 fois, la lecture sérieuse des Français, des lecteurs français de votre livre. Je voulais savoir justement ce qu'il en était de la réception des lecteurs américains de votre livre en 2017. Voilà, savoir si cette lecture est aussi sérieuse et puis surtout, voilà, si ça a permis de faire avancer les choses en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs du sexe. Antonia, she wants to talk about the way people receive the book in the US, if there is differences between the French reception and the US reception. And did you find that in a way an echo or something that helps to talk about the sex worker condition and about this problem in the US? I'm so glad you asked that question, Sandra. The reception
in France is totally different. I'm very well received in France. And the way that my book came out in the US, there's the day your book comes out, and then there's the next day. And as a writer, sometimes it feels like, who turned out the lights? But books also like have a life of their own, and they like travel, and they have to grow and grow up. And I think that Spent is kind of having a teenage awakening right now. And it's like being seen more, and it's being really well received at the perfect time in France. I think that French readers really understand and are curious about the context of sex work and the philosophy beneath it, and the intersecting oppressions that are taking place with sex workers and workers in general, and feminism. And I think that French writers are really, I want to say, more sophisticated in their thinking around sex work, and very interested in the journey of sex workers. And that is my experience. And I'm really enjoying that a lot. I'm not to say that my work is not being read in the US. I'm in a lot of anthologies, and I've published a lot here. And Spent has actually been, there's been some interest in the film industry, but I would rather have French readers and have readers really engaging with the story than being on a talk show or anything like that. This is such a rich experience that my French readers are engaging with the work in this way. It's incredibly meaningful to me. Alors, elle vous remercie de votre question, parce que ça lui permet de dire qu'elle a été bien mieux accueillie en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on a un peu l'impression que le jour où le livre sort, il est oublié le lendemain, et ça peut être un peu dur à vivre en tant qu'écrivain. Après, c'est un livre qui a fait sa vie petit à petit. Les livres voyagent, c'est l'avantage, c'est que ça se périme moins vite que d'autres médias. Donc les livres voyagent, s'échangent, se répandent. Et elle a eu petit à petit de plus en plus de retours aux États-Unis sur son livre, et il a été bien reçu. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec la manière dont il a été reçu en France. Et elle a l'impression que les lectrices et lecteurs français sont beaucoup plus à même de lire le livre et de voir tout ce qu'il y a derrière, de s'intéresser au contexte, de s'intéresser au monde du travailleur et des travailleuses du sexe, de s'intéresser à leur philosophie, de s'intéresser à ce que peut être leur travail et l'oppression que peut représenter leur travail, de s'intéresser aussi à toutes les questions de féminisme. Et ça, elle en est vraiment très, très heureuse. Elle est contente de la manière dont son livre a été reçu aux États-Unis. Elle publie beaucoup aux États-Unis. Elle partage à beaucoup d'ouvrages collectifs en ce moment sur ces questions-là. Mais c'est vrai qu'elle l'échange facilement avec des rencontres en France où elle a vraiment eu des expériences très riches avec des lecteurs et des lectrices français, et que c'est quelque chose qui est très précieux pour un écrivain et qui donne vraiment du sens à ce qu'elle fait. On est ravis de la recevoir ce soir. Vous avez créé le premier syndicat des travailleuses et des travailleurs du sexe, notamment pour améliorer les conditions de travail plus décentes. Et au cours de la lecture de votre livre, on espère que 20 ans après, ce soit le cas, et malheureusement non. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette envie d'avoir créé ce syndicat, la genèse également, parce que c'est plutôt inédit. Il me semble que c'est le seul syndicat qui existe, sans certitude, mais il me semble que oui. J'aimerais que vous nous parliez vraiment de cette expérience-là, de votre volonté d'aller plus loin pour ces travailleurs qui, vous le dites, sont quasiment tout le temps oubliés lorsqu'on parle d'emploi. Et évidemment, aujourd'hui en France, on parle beaucoup de travail, de retraite, et évidemment, là aussi, la pénibilité du travail exclut totalement les travailleuses et les travailleurs du sexe. Donc, j'aimerais que vous nous parliez aussi de cela, de votre envie de créer ce syndicat, et aussi de parler peut-être de cette pénibilité du travail, puisque vous parlez de vos problèmes aussi physiques, notamment de dos, et dans l'exercice de votre travail.
Voilà, merci Mikael. Ouais, de rien, oui. He wants to talk about the union that you create. That he said that when we are reading the book, we are hoping that things are becoming better and better for the sex workers, and we understand at the end that's not totally the case. So, can you tell us first about the creation of this union and about the region and the way you create it, and also about the question of, which seems very important for you, that when we talk about worker and workers' rights and worker difficulties in their jobs and workers suffering in their jobs, we always forgot sex worker, and it seems really important for you that to remind us that sex worker are worker. So you can also talk about that. One of my favorite topics. Yeah, I know. So when I was, as you know, in the book, there's talk of a time when I worked at the Peep Show, and we unionized, and we were employees, and we were fighting against a lot of things. For instance, like discrimination and men coming into the booths and filming us against our will. And so 27 years later, we are still dealing with a workplace that is based on the business model of theft, where workers actually pay to work. And I know that sounds strange to you, but it is the clearest and most honest way to describe it. It's just a business model of theft, where when strippers specifically, I'm concentrating on stripper labor rights, I found that strippers specifically didn't have a place where we could just talk about stripper labor rights. So I created Strippers United in 2018 because of the tendency for the criminal enterprises, the men in charge, the people owning strip clubs, the female managers, extorting and coercing strippers and making us pay our own wages. Also charging fees that were completely arbitrary and made up fees, calling them by different titles. And just long story short, they would maneuver around all labor laws in order to extort, exploit, coerce, and discriminate against the workers. And because it's sex work, like we don't have the protection of legislation or regulations in the club. And the reason why it's important for strippers to also call ourselves sex workers and connect with street-based workers is that also creating unsafe working conditions goes for all sex workers, whether they're in a strip club where there are shootings and coercion and theft and discrimination. And then you have street-based workers who are criminalized. At one point, they were thrown in jail for carrying too many condoms. That law was just changed. But lack of regulation and discrimination and stigma, creating this hurricane of lack of safety. And I believe all workers deserve safety on the job, basic safety. And so that's what I wanted to fight for. And so I formed Strippers United in 2018. And then the pandemic happened shortly after that. But we had Know Your Rights meetings that whole time, and we were building momentum. So that by the time the pandemic shut all the brick and mortar clubs down, we were already organizing online. So then it just build momentum and build momentum. And we are continuing to unionize, and there's a lot of union movement happening across all workers right now. I think you can see that by a simple search.
and I'm going to shut up before Mikael kills me, but unions are building, and we are in the middle of a labor war right now with the Star Garden strippers in North Hollywood. But we need more, we need it to be easier to unionize and easier to organize. And we are working on that. And it needs to be easier for workers to have a voice at the table, period. Stop there. Du coup, il a remis son bonnet. Mais ouais, j'ai hyper froid, là. J'ai pas mis le chauffage dans la pièce. C'est une longue histoire. Alors, oui, donc comme je le raconte, c'est la scène qui est racontée dans le livre, j'ai participé à la création d'un syndicat, d'une organisation d'abord au moment du Lusty Lady, qui était un peep show, où elles étaient victimes de plein de choses, notamment de discrimination. Elles étaient filmées contre leur gré, les types venaient dans le club de striptease les filmer sans autorisation et les patrons ne les défendaient pas. Et donc ça a été le premier moment où elle a compris l'importance de s'organiser ensemble et du collectif. Et 27 ans après, malheureusement, elle considère toujours que l'industrie des travailleurs du sexe, notamment, elle prend l'exemple des strip-teaseurs et des strip-teaseuses, est menée par des voleurs. C'est les personnes qui sont en charge, font de l'extorsion aux danseurs et aux danseuses. Ils leur font payer leur passage sur scène. Ils leur retiennent une partie de leur salaire pour des prétextes qui peuvent être différents selon les endroits, mais au final, en gros, on leur raquette leur argent, ils se font exploiter et ils n'ont évidemment aucun moyen de se retourner contre leur employeur, puisqu'ils ont beau être des sex workers, ils ne sont pas considérés comme des workers, comme des vrais travailleurs. Donc, la loi ne les protège pas, ils n'ont pas droit à la protection sociale à laquelle pourrait avoir droit un travailleur. Ils n'ont aucun droit qui découlerait du droit du travail. Donc, elle, c'est pour ça, à ses yeux, une des raisons principales, c'est de créer des conditions de sécurité. Elle trouverait ça normal que les gens puissent tous travailler dans des conditions de sécurité. Or là, tout concourt à rendre leur emploi très dangereux et leur activité très dangereuse, puisque, par exemple, ils sont aussi toujours victimes de la police. Et c'est des professions qui sont très criminalisées. Par exemple, il y a une loi qui a récemment disparu, mais qui permettait de mettre en prison les travailleurs et les travailleuses du sexe, tout simplement s'ils avaient trop de préservatifs sur eux. On considérait qu'ils faisaient de la prostitution et donc ça permettait de les mettre en prison. La loi vient juste de changer. Mais ça montre bien comment tout est fait pour rendre leur travail encore plus dangereux et c'est pour ça qu'il faut se battre. Et donc en 2018, elle a créé le syndicat Strippers United et il y a eu la pandémie après. Et tous les clubs de striptease ont évidemment dû fermer à cause de la pandémie. Et paradoxalement, ça a été un moment de bouillonnement et d'organisation parce que les gens se sont tous rendus compte qu'ils avaient besoin des autres. L'esprit collectif a été vachement développé puisque les danseurs et danseuses ne pouvaient plus aller dans les clubs, donc ils n'avaient plus aucun revenu. Et ils ont commencé à parler entre eux et à s'organiser en ligne. Et finalement, ça a été une période d'apprentissage et d'organisation qui porte ses fruits aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux syndicats qui se créent, des nouvelles organisations qui se créent. Et le but étant de réussir à intégrer les travailleuses et travailleurs du sexe de manière générale, pas seulement les stripteaseurs d'un côté, etc. Voilà, tout mélanger. Et en fait, elle dit que tout simplement, les travailleurs et les travailleuses devraient avoir des conditions de travail décentes et devraient surtout avoir moyen plus facilement de s'organiser, de se syndiquer et tout simplement le droit de s'exprimer et d'avoir la parole, ce qui n'est pas vraiment le cas encore aujourd'hui. Dans le monde du sexe numérisé, s'est transformé à cette occasion-là. Comment, Antonia, vous voyez cette transformation-là et peut-être nous parler du Pandemic Peep Show que vous avez créé à cette occasion, qui est quelque chose de très particulier de ce que j'ai cru voir. Alors, je n'ai pas forcément tout compris, mais j'aimerais qu'elle nous parle peut-être de ce qu'elle a créé parce que c'est véritablement assez singulier. Antonia, about the COVID and the pandemic, that there is this kind of development of the digital sex work, and can you talk a little bit about it, and can you talk also about the pandemic peep show that you did and you published a few months ago, and it's kind of testimony of this moment of digital sex work.
I'd love to. So when the pandemic happened, strippers became their own producers, directors, lighting people, and created these theatrical performances online. And we all became cam girls in order to survive. But the thing that strippers did that I think was really unique is that they brought so many games and were selling Zoom backgrounds that they created. And they created this party atmosphere that was incredibly elaborate. It was always themed and involved games and prizes. And it was just this incredibly creative bouquet of strip clubs that emerged in the pandemic because they didn't have access to any of the federal aid. Because of the lack of regulation, they were not eligible for the bailouts or any of the, there were laws here that stopped any, they're just these ancient, stupid laws that prevent anything that is adult-based entertainment from receiving any federal aid. And that's where stigma and like the hatred of sex workers can be seen. You can see it in the policies. So to combat that, they turned online and made these incredible strip club shows. And so I decided to chronicle this moment. And I took my iPhone and I went into their bedrooms, living rooms, apartments, and filmed their pre-work rituals and them getting ready for their shows and smoking cannabis and kind of setting up their stage and just these really intimate portraits of them preparing for these incredibly elaborate shows. I wanted to show them interacting with the screens within this intimate way. And so I made a book just based on my iPhone photos and interviews and reviews, and in their words, what their experiences were becoming a cam performer, which is really different than being in a live show with people interacting with you live. So I made a book called Pandemic Peep Show, which is a fundraiser for the Trans Defense Fund LA and Strippers United. That's the book. And you can find it on my Instagram account right now. We're going into a second printing, and you can find it on my Instagram, which is at Antonia Crane. Great. Alors, attends, ça reprenait où? Ah oui, donc il y a eu un moment, donc le Covid explose, c'est la quarantaine et tous les strip clubs ferment. Donc à ce moment-là, les strippers n'ont plus aucune source de revenus, donc elles deviennent toutes cam girls, comme elle dit, pour survivre. Donc c'est des filles qui avant étaient un peu moins développées, c'était des filles qui font des shows payants sur Internet. Et en fait, ça a été une période extrêmement créative où elles ont imaginé des jeux, elles ont imaginé qu'est-ce qu'elles pourraient vendre, comment le vendre, tout dans une ambiance de fête, avec toujours pour but de lever de l'argent collectivement pour tout le groupe. Et il faut savoir que les clubs de striptease étaient victimes de toute façon d'une très vieille loi qui fait que les entreprises qui font des activités seulement destinées aux adultes n'avaient pas le droit de toucher des aides fédérales. Donc de toute façon, ils n'ont pas pu recevoir la moindre aide pendant le Covid, et donc personne n'a été payé. Et elle dit on le voit encore dans les lois, qu'il y a toujours cette haine des travailleurs du sexe qui se voit même dans les lois. Donc ils se retrouvent tous en ligne, online pour combattre ça, et ils montrent des shows de striptease en ligne. Et elle a eu l'idée d'aller tous les voir. Elle est allée les voir quand on a commencé un peu à pouvoir sortir, dans leur chambre, dans leur salon, dans leur cuisine, là où ils faisaient leur show. Et elle a documenté, elle voulait que ce soit le plus intime et le plus simple possible. Donc elle y est juste allée avec son iPhone et elle faisait des photos et elle les interviewait pour connaître un peu la routine, la préparation
voir un peu au-delà du décor et faire le portrait de ces gens qui, jusque-là, travaillaient face à un public. Et c'est très différent de travailler face à un public et de travailler derrière un ordinateur. Et comme ça, elle a documenté en mettant en avant leurs mots, leur propre expérience pour essayer d'archiver et de témoigner de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et pour l'anecdote, ce livre est en vente et il permet en fait de financer, c'est un des éléments qu'ils ont fait pour financer les syndicats et les travailleurs du sexe, c'est pour lever des fonds. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il est disponible via son compte Instagram qui s'appelle @Antonia Crane. Et ils vont bientôt le réimprimer. Et ça a été un bon moyen aussi de lever des fonds pour tout ce groupe-là pendant cette période de la pandémie. Puisqu'on on est en période de grève en France, il est laissé sur la table du club de striptease avec les danseuses, justement, un exemplaire des mémoires d'un briseur de grève de Martin J. Leavitt, que je ne connaissais pas, que je découvre. Et ça me permet de rebondir également sur ses influences, sur ce que lit Antonia Crane, sur ses mentors peut-être, Jerry Stahl ou Richard Yates. Mais ça m'a frappé de voir que aussi aux États-Unis, ce droit de grève, il était aussi peut-être pas plus important qu'en France, mais en tout cas qu'il y avait des ramifications à faire. Alors attends, je regarde juste le titre anglais de Mémoire d'un briseur de grève parce que je ne vais pas le retrouver. Bon, évidemment, je ne vais pas le trouver, c'est pas grave. Antonia, I was talking about the scene in the book when there is on the table this book of the guy who break all tracks. I don't remember the English title of the book. You see what I mean? No, what are you saying? C'est quoi le auteur, Anthony? Martin J. Leavitt, like, you know, the guy who wrote about the way he's fighting against strike, and the book is just on the table in the strip club in the Lusty Lady. Whatever, it's a question. Yeah, it's a question about like about influence, about what do you read? What do you read as a writer? What do you read as an activist? Can you tell us what about this kind of formation you get from the books? Sure. Are you talking about A Working Gal's Guide to Unionizing Your Strip Club? Yeah, I think it must be the English name. That's a private, yeah, that's a document that I can share with anybody who is happens to know someone who is trying to unionize their strip club. I can totally share that document. It's more of like an internal document that we also recorded the audio of during the pandemic that we can share. But what I'm currently reading is, I love Danzy Senna, New People, but this is not, you want activists reading material, or just what I'm reading right now? Readings that built you books after books and made you what you became. Oh, wow. Okay. Wow, that's a great question. Like, what has been like deeply inspiring to me? I read so much. I read right now a lot about the experience of exile and refugees. Hasham Matar's The Return is incredible. I could give you a reading list of the sex worker material that I've been reading over the years, which I can completely give to you. But I love Dana Johnson. I love California specific stories of sexuality and relationships and work. I love Masha Gessen. Dana Johnson, Danzy Senna, Percival Everett, Ta-Nehisi Coates, Tressie McMillan Cottom has a terrific collection of essays called Thick. Kiesi Lehman's memoir, Heavy. I love Alexander Chee, who really straddles the line of genre.
God, there's a great collection that just came out called Whorephobia, Essays on Life, Work, and Sex, edited by Lizzie Borden, the director of the best like activism movie. I mean, I love it. It's called Born in Flames. I'll drop it in the chat. Born in Flames by Lizzie Borden. That's an activist film that is, it's beautiful. And she edited this collection of, we're in the business, we're starting to archive stripper and sex worker history. And it begins in the 70s with go-go dancers in New York, Cookie Mueller, and they called it go-go dancing and the peep show work in New York in the 70s and 80s and then the book stops kind of like in about 2018. So that's a really great archival book that I'm going to send you, Mikael, on Monday. I'm going to send you a copy of that book. It just literally came out like 2 weeks ago. It's called Whorephobia. Alors, elle a cité beaucoup de noms. Je ne vais pas tous vous les redonner parce qu'en plus, je ne les entendais pas tous très bien. En ce moment, elle lit beaucoup de livres sur les réfugiés et sur l'exil. C'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Et sinon, évidemment, elle continue de lire beaucoup sur les travailleurs et les travailleuses du sexe et sur la question du genre. Elle a cité de manière plus générale des écrivains comme Daniel Johnson, Percival Everett ou Ta-Nehisi Coates. Et elle expliquait que, et Cookie Mueller aussi qu'elle a cité, je pense à ça parce qu'elle est chez 10-18 aussi, Cookie Mueller d'ailleurs. Et elle a participé récemment à un livre qui s'appelle Whorephobia, la phobie des putes, on pourrait traduire en français, qui était dirigé par Lizzie Borden et qui est un livre dans lequel elle a écrit un texte et qui essaie comme ça de documenter, d'archiver l'histoire des travailleurs du sexe depuis les années 70. Et c'est aussi quelque chose qui l'intéresse beaucoup de voir comment petit à petit ce genre de sujet irrigue la littérature et que finalement on arrive petit à petit à avoir un tableau de plus en plus complet, en tout cas un début de tableau complet de ce qu'est le monde des travailleurs du sexe. On a reçu il y a quelque temps Emma Becker qui travaille aussi sur ce même type de sujet de manière totalement différente, mais je ne sais pas si elle connaît Emma Becker, cette écrivaine qui est donc partie de faire son expérience dans une maison close et qui derrière romance, même si on peut appeler ça différemment aussi, ce n'est peut-être pas considéré comme un roman également, mais est-ce qu'elle est au courant de cette autrice? Est-ce qu'elle connaît cette autrice ou pas du tout? Je ne sais pas si c'est traduit en anglais. Je crois que oui, en anglais, je ne suis pas sûr. He would like to know if you know Emma Becker. She's a French writer who apparently has been translated in English, and she wrote a book after she went to live in c'est où qu'elle va vivre? C'est dans un... Je n'ai pas lu le livre. À Berlin. Dans une maison close. How do you say that? Brothel. And she wrote about her experience and life in this place with sex workers. Do you know her? What is her name? Emma Becker. Emma. E-M-M-A. Becker. B-E-C-K-E-R. No, tell me. I'm happy to hear of her. Mais je sais qu'elle lisait Virginie Despentes il n'y a pas longtemps. Si vous voulez, on peut lui poser une question sur Virginie Despentes. Elle est française et elle l'a lu, je crois. Allons-y. And you read Virginie Despentes recently, no? Oh, yeah. Virginie Despentes? Yeah, you read her recently. What do you think about it? Yeah, I just read King Kong Theory. Yeah. And I love that book. I'll look into Emma Becker. When was that book written? Like recently, I think a few years ago. Okay. Yeah, I can share like a sex work related book list also. Mm-hmm. I would love to like get your book list of French authors that are writing about sex work as well. But King Kong Theory has definitely been a Bible lately and been one of my favorite books. It's been like incredibly smart and inspirational and articulates really the philosophy behind sex work in a fierce way. I think Maggie Nelson's On Freedom is also really smart and
the way that she articulates kind of where we are in terms of workers and work, and how we see how we can look into the future of activism. That's been really helpful to me. Oui, donc elle a lu récemment King Kong Theory, elle a vraiment beaucoup aimé, elle a adoré. Elle dit que ça pourrait être quasiment une sorte de Bible, c'est vraiment un livre qu'elle a trouvé très intelligent, et elle a été très impressionnée de la manière dont elle arrivait à découler une philosophie de l'expérience et du point de vue d'une travailleuse du sexe, ce que Virginie Despentes a été à une période. Et elle a oublié tout à l'heure aussi de citer, elle disait Maggie Nelson, qui est quelqu'un qui est très important pour elle, et qui a notamment quelqu'un qui a une manière d'articuler les choses et d'avoir une vision de ce que pourrait être l'activisme dans l'avenir, qui l'a beaucoup inspiré. Alors, je reviens sur le livre, notamment sur les personnages masculins, parce qu'en effet, aucun homme n'est dépeint de manière positive dans le livre. Et il y a beaucoup de personnages inquiétants qu'on regarde, notamment le fameux homme courgette qui a dû faire frémir beaucoup de gens à la lecture, qui sont inquiétants, mais peut-être qu'on peut parler également de détresse sexuelle. Comment on fait, première question, comment on fait pour vivre avec ces visions d'hommes qui sont singuliers, c'est le moins qu'on puisse dire, qui ont des comportements très particuliers aussi? Est-ce que c'est une fatalité d'avoir des hommes, entre guillemets, négatifs? Est-ce une fatalité dans un microcosme où le sexe est roi? We want to go back to the book and ask a question about the male characters, that we met a lot of characters that can be between despair and funny in a way, but ridiculous, like the zucchini man, like is a kind of picture of sexual desperation. And he wanted to know, how do you do to live with this picture of men in your head, and this kind of men behavior in your head, and does it influence you? And is this a kind of fate to have weird men and dangerous men sometimes in the sex world? I think the Lusty Lady Peep Show was an environment that really catered to men who wanted to be seen. And I think that the men like Enema Man and Zucchini Man were men who wanted to be seen. And that was their particular fetish. And they came to the Lusty Lady Peep Show because they could do that there. And it was just an interesting part of the job. I think that it brought out that specific kind of client. And because there was no competition between workers, because we were all equally next to each other in close quarters behind glass, the dancers, the workers, we just got to experience it together and just be like, oh, okay, so this person wants to be seen. And that's where I saw the most interesting dynamic clients, I would say. It did not give me a negative opinion of men. Elle dit que le Lusty Lady, notamment quand elle est... Could you hear me? Did I just break out? Yeah, so I think maybe I lost something, but I think that's okay. She said that, elle disait que quand elle travaillait au Lusty Lady, c'était un lieu qui attirait particulièrement ce genre d'hommes étranges ou inquiétants, mais que c'était surtout des hommes qui voulaient être vus. C'était notamment des sortes de fétichisme comme ça, et c'était possible, le Lusty Lady, de s'exhiber. Et donc, c'était finalement quelque chose d'assez banal là-bas. Mais ce qui était finalement intéressant, c'est que comme il n'y avait pas du tout de concurrence entre les employés et les filles, et notamment du club,
Ben, on ne se retrouvait pas seul face à ces types-là et qu'il y avait elles étaient toutes ensemble en disant bah tiens, regarde, il y a l'homme courgette qui arrive et elles faisaient l'expérience de ce type ensemble et finalement ça rendait presque la chose assez intéressante et en tout cas beaucoup moins inquiétante. Et du coup, c'est des choses qu'elles ont, quand elles s'en souviennent, elles se rappellent qu'elles étaient ensemble à regarder ce genre de type et que du coup, elle n'a pas le même regard que si elle avait été coincée seule avec lui, évidemment. One more thing, Mikael. Mm-hmm. And then the lap dancing environment, I think men went to those clubs because they longed to be touched. And I think that it speaks to this larger issue of that we are living in a culture dying of loneliness. And I think the pandemic has only exacerbated that. And I'm not into dehumanizing clients. I think that there's a lot of growing to do in terms of how we express our desire and consent. But I think that the strip clubs, the lap dancing clubs attracted a client who wanted to be touched. Et elle voulait compléter en disant que en fait, les clubs de striptease, notamment, attirent en fait des hommes qui ont envie d'être touchés, tout simplement. La société est vraiment une société dans laquelle il est très facile de devenir solitaire et de se couper des autres. Et avec la pandémie, ça a été pire. Et finalement, elle veut pas déshumaniser ces hommes non plus. Et elle se moque pas d'eux. Elle les considère pas comme des monstres. Mais par contre, il y a un vrai problème sur comment exprimer son désir, de quelle manière. Et évidemment, on revient aussi à la question du consentement. Mais à ses yeux, le club attire ce genre d'hommes. Et tout simplement des hommes les clubs attirent des hommes qui ont tout simplement envie qu'on les touche et qui souffrent d'une grande solitude. Antonia, vous écrivez, je crois au tout début du livre, je voulais anéantir la femme en moi pour la reconstruire entièrement. La première question est, est-ce que vous avez réussi? Et la deuxième que j'aurais dû vous poser au tout début, est-ce que vous vous sentez encore consumé aujourd'hui, en 2023? At one moment of the book, Antonia, you say that you want to destroy the wife inside you to build her again from scratch. Can you tell us if you succeed at the end? And did you still feel spent 20 years after this period, this era? Gosh, I wish we could start totally fresh. I'm not sure. I wish I could wipe myself clean and start over, but that's just not how life works. We don't get to edit the part of ourselves that we don't like, I suppose. But I mean, I think that I was maybe thinking more theoretically in a recovery way. I'm in a 12-step program and have been for 27 years. And there's a thing that I call, starting over. And I like to allow myself to start over anytime I want. And sometimes I can start over 3 times a day where I'm just like, I'm starting over. And I just like get in a shower, start the coffee, and just begin my day all over. Because I need to refresh my thinking and I need to begin anew and start with kind of like more of a mental and spiritual clean slate. I think that's maybe what I was talking about. It's funny because like there's a lot that's not in this book, right? I guess they say that people only get 1 memoir, but I think I could write at least 3 more memoirs since Consumée. So, wish me luck on that. Because memoirs, we live so many lives in one life. Life is long. And I think I'm going to challenge the rule that you only get 1 memoir, because I think I have at least 2 more memoirs in me. And I guess that's part of the starting over thing where I get to start anew, and begin these other stories that have taken place that are not in Spent or Consumée. Thank you for asking that question. I've never thought about it, actually.
Oui, c'est quelque chose que malheureusement, on a souvent envie de faire, mais qui n'est jamais possible de tout recommencer de zéro. On est quand même toujours obligé de faire avec des parties de soi qu'on aime plus ou moins. Mais c'est vrai qu'elle s'autorise souvent à repartir de zéro. Des fois, elle le fait même 3 fois dans la même journée. Elle prend une douche, elle reprend un café et elle essaie de recommencer sa journée parce qu'elle a besoin de penser les choses différemment. C'est plutôt une sorte de manière de repartir de zéro spirituel et mental. Mais elle disait justement qu'elle avait de quoi écrire au moins 1 ou 2 mémoires de plus. Normalement, les gens écrivent… alors, mémoire en anglais, c'est voilà, un texte autobiographique de non-fiction. Et les gens en écrivent en général 1, mais elle a l'impression qu'elle avait vraiment de quoi raconter des histoires différentes qui ne seraient pas du tout sous le même angle et raconter comme celle qu'elle a racontée dans Consumée. Et c'est aussi pour elle une manière d'avoir plusieurs vies et de se dire, bah, en fait, elle a de quoi raconter au moins 2-3 vies différentes juste avec sa vie. Est-ce que justement, alors je rebondis, c'est parfait, elle me tend la perche, par rapport à ce qui va arriver ensuite, c'était son premier livre depuis 2017, que s'est-il passé depuis 5 ans? Est-ce qu'elle a continué à écrire? Est-ce qu'elle envisage de créer encore une fois, alors elle disait qu'elle avait potentiellement de la matière pour 2 ou 3 autres livres sur ce qu'elle a vécu, puisque sa vie est considérée quasiment comme un roman. En tout cas, je l'ai vu ainsi dans la façon de raconter. Mais qu'est-ce qu'elle a sous la main en réalité? Est-ce qu'elle va aller au-delà du travail du sexe? Est-ce qu'elle a des histoires à raconter? Est-ce qu'elle va rester sur cette part d'autofiction? Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui s'est déjà passé depuis 5 ans et qui potentiellement va naître bientôt? It's about what you're currently writing about. Like, Spain was your first book, and did you continue to write? And did you think that you're going to write again memoirs or non-fictional stories? Do you think that you're going to keep on this, or do you going to change? What about what you're writing from Spain? I probably have published more essays than anything else. And I have an essay coming out in Howard Zinn's The People's History of the United States, which is about the stripper strike in 2019. And I love the essay form, and I also love teaching the essay as a revolutionary tool. I am working on a longer work. I'm not sure what form it's going to take right now, but I think it's going to be autofiction, which it doesn't matter. It's sort of like a hybrid of fiction and nonfiction. So it's true stories, but there are things that I'm going to expand or kind of change to tell a greater emotional truth. I'm writing about relationships between women now and relationships between sex workers. Like, I'm writing about femme friendships and female friendships, doing sex work together, having friendships with other sex workers romantically and in a friendship way. And so I'm kind of interested in that right now. So we'll see what happens. I'm going to continue to write. I'm continuing to cover the stripper strike for The Nation. So I'll continue to write essays, but I do want to write a longer work, and I'm working on that right now. It's early stages because I'm in my PhD program. Elle écrit beaucoup d'essais, elle continue d'écrire beaucoup d'essais, elle couvre notamment tout ce qui touche la grève des travailleurs du sexe et tous ces sujets-là. Elle fait partie d'un PhD programme, c'est-à-dire qu'elle est à la faculté et elle a aussi, de toute façon, elle doit écrire régulièrement dans ce cadre-là aussi. Et pour ce qui est d'un travail un peu plus gros, elle travaille sur quelque chose qui sera plutôt du domaine de l'autofiction, mais qui du coup mêlera un petit peu fiction, autofiction. Ce sera basé sur des histoires vraies et ça explorera beaucoup la question des relations entre les femmes, des relations entre les travailleurs du sexe, entre l'amitié, etc.
mélange comme ça de frontières entre les relations qui l'intéresse beaucoup en ce moment. Et c'est sur ça qu'elle travaille de manière un peu plus longue. D'Antonia Crane. Comment tu l'as découverte et ta réponse sera traduite en français par Antonia Crane ensuite. Eh ben, on était intéressé par la question. The question is for me, Antonia. That I'm not just avoiding you and answering the question without asking you your point of view. En fait, on cherchait la question des travailleuses du sexe nous intéressait et c'est un domaine qui nous intéressait. Après, c'était pas forcément un truc obligatoire, mais on s'était mis à lire des romans et des essais sur le sujet et en effet, on tombait sur des trucs un peu clichés, soit des gens qui le racontaient vu de l'extérieur, ce qui pour moi a toujours quelques failles, et soit des gens qui faisaient des essais qui étaient du coup des essais avec les défauts que peut avoir un essai, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément d'empathie avec les personnages et c'est plutôt des chiffres que de la chair qu'on a sous les yeux. Et en fait, en lisant beaucoup de livres sur ce genre de sujet, on est un jour tombé sur le livre d'Antonia et en fait, il était parfait, quoi. Il y avait un truc comme ça de à raconter quelque chose de la voix de quelqu'un qui l'avait vraiment vécu. Parce que quand c'est quelqu'un qui raconte ce que quelqu'un a vécu, il y a toujours un filtre comme ça. Là, on avait le truc sans filtre, on avait le côté hyper réaliste, on avait le côté essai, tout en ayant un vrai roman avec quelque chose d'hyper émouvant, quelque chose qu'on lâche pas du début à la fin, quelque chose dont on a le cœur serré. La relation avec sa mère, c'est un fil rouge incroyable pour raconter son histoire de strip-teaseuse et de travailleuse du sexe. Et en fait, comme ça a été dit plusieurs fois, c'est un livre sur l'amour, c'est pas un livre... C'est pour ça aussi que voilà, on avait réfléchi à la couverture, qu'on n'allait pas vendre ça comme les mémoires d'une prostituée ou les mémoires d'une strip-teaseuse ou les mémoires d'une travailleuse du sexe. C'était pas du tout ça et c'était pas ce qu'on voulait faire. C'était vraiment un livre qui racontait quelque chose comme j'ai l'impression on nous l'avait rarement raconté et avec une humanité, une empathie. Et on n'a pas parlé d'humour, mais il y a plein de moments hyper drôles d'ailleurs dans le livre aussi. Et même l'homme courgette, on en rigole finalement dans ce genre de moments. Mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça dans son livre de profondément humain qui nous a bouleversés. Et du coup, on ne s'est pas posé plus la question. On l'a contacté et on l'a traduit en français. Je pense qu'on en rigole moins. On en rigole moins. J'aimerais que, pour finir cette rencontre, pour cette merveilleuse rencontre, j'aimerais que vous nous lisiez un dernier passage, un deuxième passage, Antonia et Mikael. Antonia, we read the second excerpt. Sorry? Oh, yeah, yes. What would you like me to read, Mikael? What you said, the chapter 43? Yep. Until where did we decide, Mikael? I have the wrong copy with me. Until I have the French version, but until this 1, 2, 3, 4, the fifth paragraph, if I stop, I'm going to miss striptease, no? Something like that. I'm going to miss this? Yeah, exactly. Okay? Or if you want me to stop sooner, just tell me and I'll stop if I don't find the right place, okay? All right, here goes. I'm going to scream, shut up, and you shut up. Exactly. When I opened locker 29 at 5 p.m., it was sweltering in the dressing room. I peeled off my damp jeans in favor of a light blue skirt that wasn't really a skirt, more of a faded doily with loose threads. I stood in front of a big silver fan that blew dust on my greasy face. It was my third consecutive night working at Visions. My thighs burned from overuse. At 40 years old, my stripper days had been numbered for 10 years.
Now, making more money than ever, I felt like the Brett Favre of strippers, injured and aging out, but reluctant to retire. My winning streak could change on a dime. Stripper fog is like a hangover without drugs or alcohol. The few hours of sleep you get have no effect because it's the sleep that happens between 4 a.m. and noon. It's a full body ache, a stiff neck, and a headache that no amount of ibuprofen or coffee can remedy. On stripper fog days, I'm up until sunrise. I pull the curtains shut and count my money. Separate out the cash that goes to pay my rent and bills into Ziploc bags to hide in a secret compartment inside my suitcase. I shower to calm the buzz, then crash like the tail end of a speed bender. I don't reach for Xanax anymore to get quality shut-eye, even though I want to. When I wake up, the sunlight's so bright, I feel like my eyes will explode. I approach migraine territory when I'm run down. I get them more easily. My boobs sore from high-impact fondling. I smear a thick salve of greasy medicinal homeopathic goo on them until they stick to the inside of my t-shirt. The gel removes bruises and heals nipples shaped by whiskered chins. I have razor burn on my crotch from shaving it every single day. The recovery time is longer than it used to be. Stripper fog requires rehydration and rest, gallons of water, and thousands of milligrams of vitamin C. I soak in Epsom salts until the water runs cold, soothing the speedball of Diet Coke, sugar-free Red Bull, and Excedrin PM. My knees have bruises the size of poker chips from crawling on a wooden stage for 8 hours. My lower back aches, a recent development. It's from bending over in 6-inch heels at an unnatural angle, so frat boys from Alabama can stick dollar bills in my garter. The angle bends my hips forward, and after hours of dancing, it hurts to bend over, and then it hurts to sit down. Finally, it hurts to lie down and sleep. I'm going to miss this, I think. Yeah, perfect. Ben, je trouve que c'est un bon exemple pour commenter le passage de ce genre de passage où elle est capable en 2 pages de réussir à raconter un truc qu'on n'a vraiment jamais lu à autre part et qui a un côté revers de la médaille. Où, voilà, elle a 40 ans, elle doit remonter sur scène parce qu'elle n'a plus d'argent pour financer les médicaments de sa mère. Et je trouve ces pages incroyables. Donc, c'est le chapitre 43 en français. À 5 heures de l'après-midi, quand j'ai ouvert le casier 29, il faisait une chaleur assommante. Je me suis débarrassé de mon jean rendu collant par la transpiration et je l'ai troqué contre une jupe bleu clair qui ressemblait plus à un vieux napperon effiloché. Je me suis approché du grand ventilateur en métal qui soufflait sa poussière sur mon visage moite. C'était ma 3e nuit consécutive aux Visions. Surexploité, mes cuisses étaient carbonisées. À 40 ans, mes jours de strip-teaseuse étaient comptés, et ce depuis une bonne décennie. Pourtant, je faisais plus de fric que jamais. J'étais la Brett Favre du striptease. Comme le quarterback, j'étais tiraillé par l'âge et les blessures, mais je refusais de raccrocher les crampons. Pour moi, le vent pourrait vite tourner. Le coltard de la stripteaseuse ressemble à une gueule de bois sans drogue ni alcool. Les quelques heures de sommeil que vous réussissez à vous accorder ne vous reposent pas. Dormir de 4 heures du matin à midi n'a aucun effet réparateur. En découle un corps courbattu, une nuque raide et un mal de tête qu'aucune quantité d'ibuprofène ou de café ne peut apaiser. Les jours que je passais dans le coltard de la stripteaseuse, j'étais debout jusqu'au lever du soleil. Une fois rentré, je tirais les rideaux pour compter mon fric en mettant l'argent destiné au loyer et aux factures dans des poches plastiques que je planquais dans un compartiment secret de ma valise. Je prenais une douche pour calmer la tension, puis j'écrasais comme après une soirée de beuverie. Je ne prenais plus de Xanax pour mieux dormir, même si j'en avais envie. Quand je me réveillais, la lumière était si vive que j'avais peur que mes yeux s'embrasent. Les migraines m'assaillaient quand j'étais crevé, soit de plus en plus fréquemment. Mes seins étaient meurtris à force d'être malaxés. J'étais obligé de les enduire d'une pommade homéopathique très grasse jusqu'à ce qu'ils collent à mon t-shirt. La crème réduisait les bleus et soignait les mamelons irrités par les moustaches et les barbes. Mon entrejambe était brûlée d'être quotidiennement rasé. Je mettais plus de temps qu'avant à récupérer. Le coltard de la stripteaseuse nécessitait repos et réhydratation. Des litres d'eau et des milliers de milligrammes de vitamine C. Je m'immergeais dans des bains de sel d'Epsom jusqu'à ce que l'eau soit froide, soulagé par un cocktail de Coca Light, Red Bull sans sucre et Excedrin. Mes genoux étaient couverts de bleu de la taille d'un jeton de poker, résultat des 8 heures par jour passées à ramper sur une scène en bois.
Le mal de dos ne me laissait plus tranquille. Pas étonnant quand il faut, du haut de talon de 15 cm, s'arc-bouter d'un mouvement qui n'a rien de naturel pour que des étudiants d'une quelconque fraternité d'Alabama puissent claquer des billets verts dans ma jarretière. Je pliais mes hanches en avant et après des heures de danse, me pencher devenait un supplice. Après, le simple fait de m'asseoir devenait un supplice. Et pour finir, même m'allonger pour dormir s'avérait pénible. Pourtant, si j'arrêtais, le striptease me manquerait. Voilà. Premier extrait que vous aviez choisi, Antonia, puisque vous disiez que les danseuses revenaient constamment, disaient constamment qu'elles allaient partir, et au final, elles ne partent jamais. C'est un cercle vicieux dont on ne sort véritablement jamais ni indemne, ni totalement. On ne sort jamais réellement de ce cercle-là, Antonia. That's something at the end of this excerpt, and it was the same with the previous one, that you were talking about girls who never stop being dancer or stripper or sex worker. Do you have the impression that you can't escape being a sex worker, or do you still keep something of it in your life? You're still a sex worker, and maybe just in your mind, if you're not in the real life? I think what I'm responding to there is that there's this idea that you're just supposed to be a stripper for fun and on the weekends, and that if you would just grow up and get a real job. And I've actually encountered that when I've gone on the radio talking to like news personalities who have, by the way, been news personalities for like 45 years. And they're telling me like, they act like, why are you still in this business? Don't you age out of the business? And I think when I wrote Spent, I was also internalizing a lot of what it meant to be in my 40s doing sex work and the effect that it was having on me. But there's this idea also that improving one's life means that they have to turn their back on sex work. And I didn't want to do that, and I don't want to do that. And I will never retire. I have been a sex worker for 29 years, and I hope to be a sex worker for 29 more years. I don't ever want to leave the business. And whether that just means that I'm going to be participating in more of an activism way and a writing way, that's fine, but I'm not going to shut the door and close the door on sex work or what it means to be a sex worker. Oui, en fait, on considère que être strip-teaseuse, ça peut être, c'est toléré quand on est jeune pour s'amuser un peu ou le week-end pour arrondir ses fins de mois, puis après on grandit et on se trouve un vrai travail pour devenir une vraie femme. Et elle s'amuse beaucoup de voir que, notamment, ça lui arrivait plusieurs fois que des présentateurs télé qui étaient là depuis 45 ans lui demandaient pourquoi à son âge elle faisait toujours le même travail alors qu'eux ne se posaient pas la question. Et c'est aussi le sujet du livre Consumée. C'est un livre qu'elle a écrit en réfléchissant beaucoup au fait qu'elle avait 40 ans et qu'elle était encore travailleuse du sexe. Et elle voyait les effets, elle avait 40 ans passés, pardon, et elle voyait les effets que ce travail avait sur elle. Et elle avait l'impression que les gens qui disaient qu'ils arrêtaient pour réussir leur vie, ils tournaient le dos à ça et ils reniaient ça finalement. Et elle se sent incapable de renier ça. Ça fait 29 ans qu'elle est travailleuse du sexe et elle espère l'être encore 29 ans en étant toujours plus combattante et en étant toujours plus impliquée dans l'activisme. Mais c'est un monde qu'elle ne peut pas quitter. Elle ne s'imagine pas passer à autre chose, fermer la porte et oublier tout ce qui s'est passé avant, faire table rase de ce qui s'est passé. Pour elle, voilà, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas quitter. Elle qui doit être épuisée. Je le sens. J'ai fini mon calepin quand même, je n'ai plus de place. Je le sens. Merci. Merci Mikael Demets, Antonia Crane et Julia Baumann, conduite 18. Je vous le conseille évidemment ce livre parce qu'il est sorti en poche. Alors d'autant plus, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Foncez vers ce livre parce que vous n'avez jamais rien lu de tel, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a pour tous les goûts dans ce livre et en effet le sexe n'est qu'un décor
et n'est pas c'est certes un sujet principal, mais c'était qu'un décor pour traduire cette merveilleuse histoire d'amour entre une mère et sa fille, une mère qui est souffrante et avec laquelle elle noue une relation assez admirable. Merci à tous les trois. Merci infiniment. Merci à tous, évidemment. Merci 18. Au revoir. Thank you so much for being here. Thank you so much. This is such a joy. Thank you. You're wonderful. Thank you, Antonia. Bye. Bye. Merci beaucoup. Mikael, are you leaving? Nice. Thank you, Anthony. Thank you, Antonia. This has been wonderful. Thank you, Sandra. Thank you, Delphine. Thank you, everyone who was more quiet, but are still your smiles are in my heart. Yes. Oh, yes, please. Bye. Bye. Thank you. Bye. You're the best, Mikael. Are you going to hang out and say hello? I wanted to say nice hat. Yeah, I'm so cold. Yeah, thank you. But that's not the pink one. That's just a red one. No, that's just a red one. That's, that's my professional one, It matches my boogie board. Perfectly. Good to see you. Wonderful seeing you. Too. It was great. Thank you. Yeah, it was difficult to translate you with, sometimes there is just disturbance of the noise and everything. So I hope you've got everything. And yeah, it was great. Hey, I'm sorry. I had my copy. I thought I had the copy. I didn't have this copy didn't have any markings. So I was just like, oh shit, what am I supposed to read? I'm a professional. I have my markings, don't worry. See you soon. See you soon. Bye, everyone. Bye. Bye. Thank you so much. Have a great day. Night. Have a great night. Night. Bye.